classifier les cancers primitifs non diagnostiqués grâce au deep learning. Le cancer, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde, environ un décès sur 6. Je crois que le truc qui est responsable du plus de mortalité, donc la première cause de mortalité, il me semble que c'est les maladies cardiovasculaires. Un décès sur 6, c'est lié au cancer. Et le truc inquiétant aussi, c'est que les cancers, en fait, il y en a de plus en plus. Je crois que des prédictions avaient fait que genre il y aurait dans la vie maintenant, à partir de maintenant à peu près, il y aurait une personne sur deux qui aurait au moins un cancer dans sa vie. Donc du coup c'est un peu inquiétant. Plus aussi on se rend compte que à chaque nouvelle génération, en fait, chaque nouvelle génération a plus de chances, enfin les gens de la nouvelle génération ont plus de chances d'obtenir un cancer que la génération précédente. Et donc du coup ça veut dire qu'à un moment, ça veut dire que quasiment tout le monde aura un cancer. Enfin du coup comme j'ai dit, les prédictions pour l'avenir, une personne sur deux aura un cancer. Donc du coup c'est pas très rassurant. Et donc du coup il va falloir qu'on développe évidemment des trucs. Il faudra qu'on réduise aussi d'autres trucs qui causent des problèmes. Il y a des facteurs en fait qui causent des cancers, comme par exemple l'obésité, la pollution, la sédentarité et d'autres trucs aussi, le tabac aussi, voilà, enfin plein de facteurs. Mais bon, il y a aussi des trucs où ça reste un peu du hasard, quoi. Donc c'est pas trop de chance, quoi. Et donc du coup, il faudra quand même développer beaucoup de choses. Et un truc qui pourrait être important, ce serait du coup un diagnostic précoce. Parce qu'un diagnostic précoce augmente les chances de guérir du cancer. Donc du coup, c'est ce qu'ont fait des chercheurs du COSH, ou COR, je sais jamais trop comment on dit, COSH, COR, ou COC, je sais pas, Institute for Integrative Cancer Research, du MIT. Bon, du coup, si je dis les chercheurs du MIT, c'est parce que je sais pas trop comment on prononce COSH, hein. Et du Massachusetts, normal, parce que le MIT, en fait, c'est au Massachusetts, je crois. Ouais, enfin l'hôpital du coup du Massachusetts. Donc eux ils ont des hôpitaux généraux, je sais pas trop ce que c'est, mais bon c'est pas grave. Donc du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé avec le deep learning, ils ont créé un classificateur de perceptrons multicouches développement pour identifier l'origine du cancer. Donc leur étude s'appelle Developmental Deconvolution for Classification of Cancer Origin, publié fin août par Cancer Discovery. Donc, du coup, le cancer primitif inconnu, CPI ou CPI, ça c'est en anglais, non c'est en français, on va y arriver, ou CPU, du coup, comme un petit truc en informatique, sauf que c'est pas aussi fun, est un cancer qui s'est déjà propagé à d'autres organes du corps, donc métastase. Mais dans les médecins n'ont pas trouvé la tumeur initiale, donc généralement c'est de petite taille et c'est très agressif. Donc du coup les oncologues doivent donc rapidement mettre en place des traitements non ciblés, souvent toxiques pour le patient. C'est ça que ça aussi qui est chiant du cancer, c'est qu'on n'a pas encore des trucs vraiment si bien que ça en fait pour les trouver et pour les guérir. Donc du coup cette nouvelle approche basée sur le deep learning pourrait aider à classer les cancers primitifs inconnus en examinant de plus près les programmes d'expression génétique liés au développement et à la différenciation cellulaire précoce. Donc ensuite du coup on a Salil Garg, donc du coup chercheur clinique. Il manque pas des virgules là parce qu'il y a Charles W et Jennifer C. Johnson à l'institut du MIT on va dire, et pathologiste à l'HGM, explique du coup que parfois vous pouvez appliquer tous les outils que les pathologistes ont à offrir et vous êtes toujours sans réponse. Des outils d'apprentissage automatique comme celui-ci pourraient permettre aux oncologues de choisir des traitements plus efficaces et donner plus de conseils à leurs patients. J'aime bien qu'il reste quand même en fait on n'est pas dans la prédiction mais on est plutôt dans une indication, vous voyez, pourrait. Parce que c'est vrai qu'en fait le truc que j'avais pas trop pensé, notamment quand on avait parlé la dernière fois, quand on avait parlé du machine learning appliqué pour faire, je sais pas ce que c'était pour staphylocoque je crois, un truc comme ça, c'est qu'en fait ouais il y a toujours quand même une probabilité que l'IA se trompe quoi. Et donc bon, on demande déjà aux gens du coup de croire une machine, et si en plus il y a un risque que ça fonctionne pas, enfin elle se trompe, c'est vrai que du coup ça va être compliqué. Donc c'est ça que je me dis qu'en fait ces outils, finalement je pense pas qu'on les utilise, enfin en tout cas vraiment pas tout de suite, on les utilisera comme on va dire une certitude, parce que c'est beaucoup trop risqué, même si elles sont quasi sûres d'elles en fait, parce que ça reste des machines en fait. Donc du coup, il y a un petit peu un a priori, je pense, à cause du fait que ce soit des machines. Donc du coup, comment ils ont fait leurs études? Donc ils l'ont basé sur l'expression génique, pas génétique. Donc ok. J'ai un doute là. Bon, peut-être que. Ah oui, bah si, non, ok, non, c'est moi, je dors un peu. Donc du coup, les cellules cancéreuses ont un aspect et un comportement très différent des cellules normales, en partie à cause d'altérations importantes de la manière dont leurs gènes sont exprimés. Les progrès du profilage unicellulaire et les efforts déployés pour cataloguer différents modèles d'expression cellulaire dans des atlas cellulaires ont fourni de nombreuses données contenant des indices sur l'origine de différents cancers.
Donc le deep learning est du coup une technologie idéale pour exploiter ces données. Ouais, ça c'est pas con ça. Les cellules, donc on a les cellules normales et ensuite on a les cellules cancéreuses et qui du coup sont différentes. Bah du coup en fait vous pouvez faire du coup voilà vous pouvez faire des groupes en fait, donc du coup une classification en fait. Et ça c'est pas con en fait ce truc. Bon dit comme ça a l'air simple, en vrai je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'à nouveau aussi faut être sûr que quand l'IA a dit ça c'est cancer ou ça c'est normal, faut être sûr que ce soit bon quoi. Donc du coup pour rendre leur modèle plus efficace, les chercheurs ont dû, bah voilà on en parle, les chercheurs ont dû réduire le nombre de caractéristiques tout en extrayant les informations les plus pertinentes et en concentré le modèle sur les signes de voie de développement altérés dans les cellules cancéreuses. Ouais, parce que le problème qu'on a aussi en deep learning, c'est qu'on dit souvent ouais bah il faut des données, il faut pas mal de données pour entraîner les réseaux de neurones. Ouais, mais le problème c'est que si vous avez trop de données, enfin surtout trop de caractéristiques, on va dire qu'une caractéristique c'est une dimension, ok? Si vous avez trop de dimensions, vous tombez du coup dans ce qu'on appelle le curse of dimensionality, ou du coup la malédiction des dimensions, si on pourrait traduire ça en français. Et donc du coup ça veut dire qu'en fait vous avez beaucoup de données, enfin beaucoup de caractéristiques, mais bah, votre deep learning n'apprend pas. Et le truc en fait qui pose un problème, c'est qu'en fait on se rend compte aussi que dans le monde, bah, il y a beaucoup de variables en fait qui rentrent en jeu, notamment quand c'est lié tout ce qui est quand c'est lié à l'humain en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait au final le deep learning reste quand même assez limité. C'est parce qu'en fait, on surestime peut-être un peu trop le deep learning et on se dit oui, non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est prendre plein de variables en fait qui rentrent en jeu dans quelque chose et ensuite c'est bon. Et là, non, parce que sinon, ça fait trop de caractéristiques, trop de dimensions du coup à analyser et ça devient trop compliqué pour une machine du coup de s'entraîner. Alors ensuite, on continue l'article. Donc du coup, lors du développement d'un embryon, les cellules indifférenciées se spécialisent dans divers organes. De nombreuses voies orientent la façon dont les cellules se divisent, se développent, changent de forme et migrent. Lorsque la tumeur se développe, les cellules cancéreuses perdent de nombreux traits spécialisés d'une cellule mature. On peut les comparer à des cellules embryonnaires sous certains aspects car elles ont la capacité de proliférer, de se transformer et de métastaser. Les chercheurs ont comparé deux atlas de grandes cellules identifiant les corrélations entre les cellules tumorales et embryonnaires. L'atlas du génome du cancer TCGA, qui contient des données sur l'expression génique de 33 types de tumeurs, et l'atlas des cellules non, pardon, il a toujours pas avec ses mots, organogenèse de souris MOCA, qui décrivent 56 trajectoires distinctes de cellules embryonnaires au fur et à mesure qu'elles se développent et se différencient. Donc ensuite, on a du coup Enrico Moiso, postdoctorant au MIT. Ça va, il est pas mal le mec quoi. Également auteur principal de l'étude. Donc du coup qu'est-ce qu'il explique lui? Il explique les outils de résolution unicellulaire ont radicalement changé la façon dont nous étudions la biologie du cancer, mais comment nous rendons cette révolution percutante pour les patients est une autre question. Avec l'émergence d'atlas cellulaires développementaux, en particulier ceux qui se concentrent sur les premières phases de l'organogénèse, tels que le MOCA, nous pouvons étendre nos études au-delà des informations histologiques et génomiques et ouvrir la porte à de nouvelles façons de proliférer, de profiler et d'identifier les tumeurs. Ouais, le lapsus de fou que je viens de faire là, identifier les tumeurs et de développer de nouveaux traitements. Donc ensuite, les chercheurs ont décomposé l'expression génique d'échantillons tumoraux du TCGA en composants individuels qui correspondent à un moment précis d'une trajectoire du développement et ils leur ont attribué chacun une valeur mathématique. Ils ont ensuite du coup construit un modèle de deep learning, un perceptron multicouche développemental qui note une tumeur pour ses composants de développement et prédit ensuite son origine. Donc du coup, la classification des tumeurs. Après la formation, le DMLP a été appliqué à 52 nouveaux échantillons de cancer, parmi lesquels les plus difficiles à rencontrer à l'HGM de 2007 à 2K20, qui n'avaient pu être diagnostiqués. Le modèle a classé les tumeurs en 4 catégories et a fourni des prédictions et d'autres informations qui pourraient guider le diagnostic et le traitement de ces patients. L'une de ces 52 échantillons provenait d'une patiente ayant des antécédents du cancer du sein, présentait des signes d'un cancer agressif dans les espaces fluides autour de l'abdomen. Le DMLP a fortement prédit le cancer de l'ovaire et en effet une masse avait été trouvée dans l'ovaire 6 mois plus tard à l'origine de ce cancer. Ah ouais, donc ils ont appliqué leur truc quand même. Ok, intéressant. Donc du coup, les résultats de ces études ont fourni un atlas des origines du développement tumoral, un outil pour la pathologie diagnostique, et suggèrent que la classification du développement peut être une approche utile pour le tumeur des patients. Pour leurs prochains travaux, les chercheurs envisagent d'accroître la puissance prédictive de leur modèle en ajoutant d'autres types de données, notamment des infos collectées en radiologie, en microscopie, et dans d'autres types d'imagerie tumorale. Après, du coup, pour conclure, l'expression génique du développement ne représente qu'une petite partie de tous les facteurs qui pourraient être utilisés pour diagnostiquer et traiter les cancers. L'intégration de la radiologie, de la pathologie et de l'information sur l'expression des gènes est la véritable prochaine étape de la médecine personnalisée pour les patients atteints de cancer. L'application du deep learning en santé, je trouve ça toujours super intéressant. Vraiment, toujours intéressant. Donc là, on a quand même des mecs qui se disent, bah allez, on va essayer de diagnostiquer du coup des cancers primitifs et essayer de localiser où ils sont, ce qui n'est pas facile jusqu'à maintenant. Et donc franchement, ça c'est cool.
Surtout vraiment sur les cancers, parce qu'honnêtement, enfin, parce qu'on, ce qu'on risque d'avoir, enfin, c'est inquiétant quand même hein, quand on voit qu'il y a de plus en plus de cancers. Enfin, juste déjà là aujourd'hui, un décès sur 6 lié au cancer. Enfin, c'est pas juste un truc voilà qu'on chope et ensuite on peut se débarrasser facilement. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc du coup, bah, j'espère qu'on va continuer à faire des trucs en santé, dans le domaine médical. Donc ça c'est cool. Franchement, ça je trouve ça super intéressant. Donc voilà, ça c'était du coup pour un petit peu les actus du deep learning, donc du coup qui vient de Actuia.